tous déplorer, un pays qui s'est construit en exportant corruption, pillage, contrebande sur une partie de notre territoire. Et que le modèle économique rwandais d'aujourd'hui, c'est un modèle qui est construit sur la base de ces pillages et de nos ressources. Et qu'il faut regarder cette guerre, si vous devez la regarder de leur point de vue, c'est une guerre de survie, sans laquelle il n'existe plus dans les modèles qu'ils ont aujourd'hui. Alors nous-mêmes, nous regardons cette guerre comment? Parce que au Rwanda, il n'y a pas d'opinion. Au Rwanda, il y a un président et son je-le-veux. C'est tout ce qui compte parce qu'il est élu à 99,9%. Nous, chez nous, on peut toujours trouver à redire sur ce que nous faisons, mais regardez autour de nous, il n'y a aucun pays qui fait mieux que nous en matière d'apprentissage, si je peux me permettre l'expression, de la démocratie et de tout ce qui touche à la liberté d'expression. Regardez nos pays voisins, nous en avons 9. Si vous le regardez, les nombres des médias que nous avons en République démocratique du Congo dépassent largement et par centaines le nombre de médias qu'il y a dans tout ce pays. Notre degré de liberté, envie de dire aussi libertinage dans nos prises de parole, dépasse. J'ai parlé avec un ministre d'un pays voisin qui me dit « Je suis dépassé de voir que vous survivez dans un tel environnement. Chez nous, on n'aurait jamais laissé un tel environnement prospérer de liberté. » Alors, nous qui sommes aujourd'hui, nous tous, acteurs, parce que nous avons, avec les réseaux sociaux, la liberté quotidienne de prendre parole. Alors, la parole, là, quand nous la prenons, comment nous l'utilisons? N'observez-vous pas que très souvent, lorsque le ministre rwandais des réseaux sociaux, mon premier téléspectateur au briefing, parce qu'à chaque fois il réagit, c'est toujours nous-mêmes qui sommes le premier à le relayer. C'est toujours aussi nous-mêmes que nous sommes prêts à relayer les discours du président rwandais, même dans ses dérapages, en oubliant que même dans la symbolique, on peut ne pas être d'accord avec le président Tshisekedi, que lorsqu'il s'en prend à notre président, il s'en prend à nous tous en même temps. Et parfois nous les partageons, nous faisons des débats, tout en sachant que lui, en faisant ses discours, ils savent que c'est tellement facile, entre guillemets, d'envoyer un poison sur les réseaux congolais pour que tous les Congolais se mettent directement là-dessus. Est-ce qu'on se pose ces questions? Parce que finalement, la question fondamentale qui m'a été demandée de répondre ici, vers une paix durable, mais qui doivent construire la paix? Mais c'est d'abord, au-delà de tout nous-mêmes, dans comment nous comprenons ces conflits. Nous, depuis le début, nous disons que ce n'est pas une guerre faite au président. Parce que fort malheureusement, nous sommes dans un jeu de clivage permanent, y compris sur ce qui devrait nous réunir. Ce qui devait nous réunir de plus fort, je pensais, les pays. Et c'est une difficulté que nous rencontrons presque à tous les niveaux, parce que même à objectif commun, parfois, nous sommes citoyens d'un même pays, que nous devons, nous tous, avoir une ambition commune pour notre pays. Et considérer que ceux qui sont pour le temps du mandat à la tête de la République méritent notre soutien. Et ces soutiens dont on parle, ce n'est pas un soutien pour nos projets, entre guillemets, politiques en interne, c'est un soutien contre un ennemi, un adversaire extérieur qui a montré depuis 30 ans que quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre volonté de construire la paix, comme le président Tshisekedi l'a montré aux premières années de son arrivée aux responsabilités, en face de ses intérêts économiques, de sa survie, va continuer. Et c'est cette doctrine qui est enseignée aux enfants rwandais. Alors nous faisons quoi? On se déchire, on critique, on fait la polémique, parce que nous sommes particulièrement doués. Mais est-ce qu'au bout de ces polémiques, est-ce que nous aurons avancé?
Alors cette guerre, c'est aussi un peu la guerre contre une forme de méconnaissance ou d'ignorance de ce que nous sommes. Un pays qui disait ici qu'il y avait 3000, qu'on a réduit à 450. Mais alors comment, dans ces contextes, un pays peut prétendre devenir protecteur d'une communauté dans notre pays? Nous avons 9 pays voisins. Supposons que les présidents gabonais disent les Batékés là-bas sont attaqués par les Mobondo, nous intervenons. Supposons que le président angolais dise les Bazombo. Mais qu'est-ce qui arrivera? Alors, je veux faire un tout petit récapitulatif sur 2 points avant d'essayer de répondre à votre question. Alors, là, quand vous regardez les discours de haine dont on parle, regardons-nous dans la salle ici. Regardons-nous les uns les autres. Est-ce que ce n'est pas beau? Mais alors, finalement, est-ce que... Parce que dans la guerre ici, dans les récits de la guerre, d'abord une guerre hybride, qui s'est fait avec une guerre informationnelle, je vous épargne de ce que nous qualifions de poison rwandais, etc. Mais lorsqu'on vous dit qu'au Congo, il y a un discours de haine, comment vous-même, en tant que Congolais, vous réagissez? Et c'est un discours qui est cru parce que, malheureusement, dans tout ceci, on ne réalise peut-être pas que nous-mêmes, nous avons perdu la prérogative de parler, de nous faire entendre sur notre propre pays. Parce que parfois nous-mêmes nous diluons notre message dans nos polémiques internes. Mais qui pensez-vous qui doit porter le Congo? Qui le dit? Alors vous avez en face de vous un pays qui a un plan, comme le prof Njoli l'a dit, de vous décrire, de nous décrire comme un État failli, pour leur permettre d'atteindre leur dessein. Et nous, en face de ça, nous réagissons comment? Je vois certains relayer les discours, certains dire « Ah, il a peut-être raison ». Reposons-nous la question. Alors, quand vous regardez sur ces questions de discours de haine, j'insiste dessus parce que sur ça, chaque Congolais a un rôle à jouer. Il faut qu'on donne la preuve du contraire. Parce que nous avons parlé de construire la paix et d'une paix, on dit durable. Mais nous, on la veut définitive. Alors, il y a la particularité dans cette crise, c'est que nous avons remarqué dans la bataille du narratif, c'est que parfois nous-mêmes, les Congolais, nous ne donnons pas suffisamment d'éléments. Non pas que nous n'ayons pas les éléments à notre portée, parce que parfois, nous ne lisons pas. Dans une période où tout s'est fait rapidement, tout le monde a besoin du buzz, tout le monde est pressé de parler, tout le monde est pressé de prendre parole, et personne ne prend la précaution de s'assurer que la parole que je veux sortir peut avoir un impact. Alors, on a pris le soin de vous distribuer cet accord, j'espère que chacun de vous l'a, parce que la différence de tous les textes que le prof Njoli a abordé tout à l'heure, c'est que cet accord qui a été négocié de manière particulière, vous connaissez le président américain, mais dans son approche pour régler la crise en RDC, il a procédé différemment. Avant même sa première prise de parole, il a délégué Massad Boulos, qui est venu faire une mission de déminage. La problématique, elle est connue. Les agissements du Rwanda sont connus. Et quand il rentre aux États-Unis, il lui fait une double ou une triple proposition. Parce qu'en réalité, dans cet accord, l'avantage, le gain, parce que la question revient souvent. Les profs Njoli l'a expliqué tout à l'heure. D'abord, on n'a plus les reniements permanents du Rwanda. Nous ne sommes pas en RDC. Nous ne sommes pas en RDC. Ici, c'est cristallisé. Vous ne pouvez pas signer un accord si vous n'êtes pas en conflit.
Ici, c'est cristallisé aussi respect de l'intégrité territoriale. Ici, c'est défini notre souveraineté sur nos minerais. Ici, alors c'est pour ça que j'ai dit que c'est important qu'on lutte contre l'ignorance. Parce que le point 6 de cet accord relatif à l'intégration régionale, le cadre d'intégration régionale, avec un point sur les bilatérales, j'ai vu, on va brader nos ressources. Les verbes brader n'existent pas dans cet accord. Au contraire, il y a des mots comme transparence. Il y a des mots comme mettre fin, je crois, trafic illicite. Mais dites-vous bien que si nous réussissons à implémenter ce qui est écrit dans l'accord volet économique, on tue le Rwanda dans son modèle actuel. La première réaction du président rwandais peut vous en dire long sur ce qu'il pense véritablement de cet accord. Parce que ici, on a planté des décors pour mettre fin à son prétexte permanent, les FDLR, depuis 1994, 31 ans plus tard. Après, on dit propagation d'une idéologie génocidaire. Mais alors, quel est le point d'évaluation qui pourra nous permettre à tous de constater que les FDLR ne constituent plus une menace pour le Rwanda? On l'aura ici. Et n'oubliez pas que nous parlons dans un contexte où le Rwanda est économiquement étouffé. Et que la photo du 18 mars à Doha a baissé la tension sur le Rwanda. Mais pourquoi Doha? Mais parce que c'est le Qatar, c'est parmi les premiers sponsors du Rwanda. Mais parce que le Qatar achète l'or qui passe par le Rwanda et qui est produit illicitement de la RDC. On a fait un briefing avec le ministre de Mines où on a démontré que l'économie rwandaise pour 2025-2026, presque 40% de son budget, plus d'1,45 milliard, vient des activités aurifères illicites. Ils ont même construit une raffinerie chez eux pour une ressource qu'ils n'ont pas dans leur sous-sol. Et lorsqu'ici, dans cet accord, on parle éventuellement, on parle de l'arrivée des capitaux et des investissements américains, mais pensez-vous que les investissements américains viendront pour prospérer dans un contexte de contrebande ou de corruption ou des trafics illicites comme vécu aujourd'hui? Clairement pas. Vous voyez que ici, nous avons planté, d'une part au plan bilatéral avec le Rwanda, les décors, toute l'agitation, toutes les déclarations quotidiennes qui émanent de l'autre côté, vous pensez qu'elles arrivent pourquoi? Parce qu'on a signé, on veut chercher des échappatoires pour éviter la mise en application de ce qui est ici. Parce que le gain que le Rwanda aura grâce à cet accord plus tard, c'est sûrement la levée des sanctions, parce qu'il ne faut pas oublier que les sanctions qui sont prises par les pays occidentaux sont prises pour contraindre à aller vers la paix. Et donc, certains peuvent penser qu'on a perdu, d'autres peuvent penser qu'on a gagné, mais un accord, c'est un jeu d'équilibre. Maintenant, le plus important, c'est d'aller à l'application. Bon, maintenant, pour parler de Doha. Doha, c'est père et fils. Hein. Il n'y a pas de dissociation à faire entre le Rwanda et les M23. Si vous lisez les derniers rapports du groupe d'experts des Nations Unies, il est plus clair. Je pense que les M23 fait même partie de l'armée rwandaise. Parce que les opérations telles qu'elles ont été menées sur Goma ont été planifiées avec une base avancée à Gisenyi, où l'armée rwandaise a utilisé les tiers de son armée officiellement, au moins 10 000 hommes pour faire cette opération, qui était un objectif stratégique pour eux. Lisez les derniers rapports, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, on ne va pas venir nous raconter des histoires comme on est habitué à les raconter dans un contexte de reniement permanent, commandement, renseignement, armes, munitions. C'est venu du Rwanda. La preuve, les discussions à Doha ont été déclenchées et vous avez vu que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec lequel nous avons fait la restitution de Doha, vous a dit que son homologue rwandais y était. Il faisait quoi là-bas? Et donc ici, nous allons avec eux au bout de la logique. Alors la paix a un prix, il faut le payer. La paix
Autant on doit payer le prix de la paix, autant on ne doit pas oublier, parce qu'on a beaucoup oublié, et on a souvent oublié. Et c'est parce qu'on a beaucoup oublié, souvent oublié, que ça se répète. Même si, dans cet accord, on ne mentionne pas clairement la dimension conditionnelle, il y a un processus de vetting qui est mis en place lorsqu'on parle d'intégration conditionnelle. Et c'est tellement clair ce qui est écrit que chaque fois que je peux, je le relis. Parce qu'ici, c'est un point essentiel. On dit toute réintégration éventuelle de combattants dans les forces armées et la police s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur la base des critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier les respects et l'absence des violations graves du droit international humanitaire, et enfin la loyauté envers l'État et ses institutions. Le prof Njoli l'a dit ici, on a été en 97, notre armée a été dirigée par un général rwandais. Dieu seul sait ce qu'ils ont pu faire comme dégâts, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu avoir comme accès de nos documents stratégiques. Mais depuis, ils se sont, eux, organisés pour avoir au sein de nous des taupes et des traîtres. Et des taupes et des traîtres qui se recyclent, y compris parce qu'on est frustré, politiquement ou pour des intérêts, on choisit de recourir aux armes des autres qui ont des intentions connues pour tuer les Congolais et penser que plus tard on va négocier et on va revenir. Il existe deux formes de justice. La justice des hommes et la justice des dieux qui finit par atteindre tous ces bourreaux. Et pour la justice des hommes, il y a une mission d'investigation, mission d'établissement de fait pour la première fois en 30 ans, qui va aboutir commission d'enquête. Vous avez entendu qu'il y a des problèmes des moyens, de ressources, subitement quand il s'agit du Congo. Mais sûrement qu'on aura une réponse à ça parce que la vérité, les investigations sur les crimes commis à Goma, les responsables doivent être sanctionnés. Malins qu'ils sont, les Rwandais n'ont pas ratifié les statuts de Rome. Mais pourquoi pensez-vous qu'ils n'ont pas ratifié? Il faut qu'on réfléchisse nous-mêmes et qu'on regarde si nous voulons alors aller vers la paix durable, ce que nous devons faire. Parce qu'une paix durable, ce n'est pas une paix des façades. Une paix durable, ça veut dire que nous tous, nous nous disposons et que nous nous disons que quoi qu'il advienne, que l'on soit d'accord ou pas avec ceux qui incarnent le pouvoir à un moment précis, mais plus des armes. Et surtout que ces armes viennent faire quoi? On attaque les camps des déplacés, on attaque les hôpitaux. 2599 écoles ont été affectées, une école transformée en cimetière, mais vous n'imaginerez jamais le coût que nous devons payer. Même si ils se retirent de Goma demain, pour rendre Goma safe comme ce fut à l'époque, il faut un travail étroit, quotidien. Mais vous voyez que dans tout ça, qui perd? L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la République ferme. Parce qu'on aurait pu négocier. Paix des braves, on concède. Rouba et Aoul et Mine, voilà, on fait comme un gentleman agreement. Mais ici, on a déjà posé les jalons. Après toutes ces années, on a reçu le prêtre, il y a des discussions en cours sur le pacte social. Mais pour qu'on arrive à faire la paix durable, mais il faut que les gens soient disposés dans leur cœur à faire la paix durable. Comment voulez-vous qu'on fasse la paix si on n'est pas en mesure, nous tous, de nous faire le même diagnostic, que le mal il est venu du Rwanda? Si on n'est pas en mesure nous-mêmes de reconnaître. Après, si nous reconnaissons, après on peut se dire, voilà, où est-ce que nous devons faire des réajustements? Les réajustements, on peut le faire, mais lorsqu'on le refait, est-ce que chacun de nous, lorsqu'il se sentira malmené, va dire, je reprends encore les armes? Et après, on viendra encore négocier. Et vous, dans tout ça? Parce que la paix durable dont on parle ici, là, ne sera possible que si nous le voulons.
Et que si nous, à notre niveau, aussi petit soit-il, on en paye le prix. Parce que votre simple discours peut être interprété par les voisins comme un discours de haine vis-à-vis des membres d'une communauté. Votre simple tweet. Disposez-vous pour la paix. Alors si vous voulez vous disposer pour la paix, alors soyons en mesure de faire davantage d'efforts pour comprendre la dynamique de la guerre. Avant que je ne termine, je veux vous recommander quelques lectures. C'est un terme. 7 millions d'êtres vivants déracinés. On a compté près de 12 000 cas de viol et de violences sexuelles que dans quelques derniers mois. Chaque jour qui passe, en fait, c'est un jour de plus pour voler l'innocence de tout un peuple et de tout un pays. Et même à Kinshasa, sommes-nous totalement en sécurité? Sommes-nous totalement en paix? Et face à ces horreurs, effectivement, le désespoir peut nous gagner. Mais quand avoir une place à la mort devient un privilège, quand faire le deuil devient un luxe, on ne peut pas se permettre de vivre devient un supplice, qu'est-ce qui nous reste du sens de la vie? Mais il y a une certitude qui me réconforte tous les jours dans mon quotidien, c'est celui d'appartenir à une nation où règne une volonté manifeste de rester unis. Et nous sommes ici pour cela. Notre peuple ne veut pas être défini par la guerre, par la mort et la douleur. Il veut la vie, l'éducation de la grandeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Linda Baouma. Nous avons voulu avoir ce témoignage pour que la paix ne soit pas simplement un concept abstrait et scientifique.